Il y a des tortures que l'histoire n'a jamais racontées. Un père qui embrasse son fils pour la dernière fois. Un enfant de 8 ans qui attend, jour après jour, que papa revienne. Un mensonge prononcé par amour, qui va détruire une famille entière. Ce soir-là, dans les murs glacés du temple, Louis XVI a tenu ses enfants contre lui pendant plus d'1 heure. Il leur a promis qu'il reviendrait le lendemain. Il savait qu'il mentait. Mais il ne pouvait pas leur dire la vérité. Et quand le petit Louis-Charles s'est réveillé le matin suivant, on lui a simplement dit « Ton père est parti ». L'enfant a attendu. Des jours. Des semaines. Personne ne lui a expliqué. Personne ne lui a dit adieu. Parce que ce qu'ils ont fait à ce roi avant de le tuer, c'était pire que l'échafaud lui-même. Et vous allez découvrir pourquoi cette cruauté invisible a été effacée pendant 2 siècles. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France que personne ne raconte, abonnez-vous maintenant parce que chaque semaine, je vous révèle ce que les livres d'école ont oublié. Maintenant, replongeons ensemble dans cette nuit de janvier 1793. 20 décembre 1792. Minuit vient de sonner à l'horloge de la tour du Temple, cette forteresse médiévale plantée au cœur de Paris. Dehors, le vent glacial de décembre balaie les rues désertes. À l'intérieur, dans une chambre étroite et humide du 2e étage, un homme est assis sur un lit de camp. Il a 38 ans, mais il paraît bien plus vieux. Ses cheveux grisonnants tombent sur ses épaules. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'il tient un livre ouvert. La flamme d'une chandelle projette son ombre sur les murs de pierre froide. Cet homme, c'est Louis XVI. Roi de France jusqu'au mois d'août dernier. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Juste un prisonnier. Un père séparé de tout ce qu'il a aimé. Un homme qui attend. Mais soudain, un bruit traverse le silence oppressant. Un rire étouffé. Le rire d'un enfant. Cela vient de la pièce voisine. Louis XVI lève la tête. Il ferme les yeux. Un sourire fragile, presque imperceptible, traverse son visage épuisé. C'est Louis-Charles, son fils. Le dauphin. 8 ans. Sa voix résonne encore à travers les murs épais, comme un rayon de soleil dans l'obscurité. Louis XVI reste immobile, savourant ce moment. Parce qu'il sait que ces instants, ces simples secondes où il entend son fils rire, sont devenus un luxe précaire. Menacé. Compté. Car dans moins de 48 heures, la Convention nationale va voter une décision qui va briser cette famille d'une manière que Louis XVI, malgré tout ce qu'il a vécu, n'aurait jamais pu imaginer. Une décision qui ne figure dans aucun manuel scolaire. Une décision dont l'histoire a longtemps préféré détourner le regard. Nous sommes habitués à penser à Louis XVI comme à un roi déchu. Un monarque faible qui a perdu son trône, son pouvoir, sa dignité. Les images d'Épinal nous montrent un homme indécis, hésitant, incapable de réformer l'ancien régime, dépassé par les événements. Et puis, bien sûr, il y a cette fin que tout le monde connaît, l'échafaud. Le 21 janvier 1793. La place de la Révolution. Le couperet de la guillotine. Mais ce que l'histoire a oublié de raconter, c'est qu'avant cette exécution publique, Louis XVI a déjà été exécuté. Pas une fois. Des dizaines de fois. En silence. Devant ses enfants. Revenons 4 ans en arrière. 1788. Les jardins de Versailles brillent sous le soleil d'été. Louis XVI marche lentement dans les allées bordées de roses. À ses côtés, une petite fille de 9 ans, Marie-Thérèse, sérieuse et élégante, qui ressemble déjà à sa mère. Derrière eux, un petit garçon blond court en riant, poursuivant un papillon. C'est Louis-Charles. 4 ans. Les joues roses, les yeux pétillants. Le dauphin de France, héritier du trône le plus puissant d'Europe. Louis XVI se retourne, regarde son fils, et sourit. À cet instant, malgré les tensions politiques qui montent, malgré les difficultés financières du royaume, malgré les murmures de mécontentement qui traversent le pays, il est simplement un père. Un homme qui aime ses enfants. Un homme heureux. Mais ce bonheur fragile est déjà fissuré. Dans moins de 12 mois, les États généraux vont se réunir. Dans moins de 15 mois, la Bastille va tomber. Dans moins de 4 ans, cette famille sera déchirée de la manière la plus cruelle qui soit. Revenons au Temple. Nous sommes maintenant en août 1792. Le 10 août, précisément. Le palais des Tuileries, où la famille royale s'est installée après avoir quitté Versailles en octobre 1789, est attaqué par la foule révolutionnaire.
Les gardes suisses sont massacrés. Les couloirs résonnent de cris, de coups de feu, de chaos. Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants fuient. Ils traversent les jardins en courant, protégés par quelques fidèles. Ils se réfugient à l'Assemblée nationale, pensant y trouver la sécurité. Mais l'Assemblée ne veut plus d'eux. Le roi est suspendu de ses fonctions. La monarchie constitutionnelle vient de s'effondrer. 3 jours plus tard, le 13 août, la famille royale est transférée au Temple. Cette forteresse médiévale, propriété de l'ordre des Templiers jusqu'à leur suppression au XIVe siècle, est devenue une prison. Une prison pour un roi déchu, une reine détestée, et leurs enfants innocents. Les conditions de détention sont dures. Les pièces sont petites, sombres, humides. Les murs suintent l'eau. Le froid de la pierre pénètre les os. Une surveillance constante. Des gardes partout. Des regards hostiles. Et chaque jour, un rituel d'humiliation. On lit à voix haute devant Louis XVI les journaux révolutionnaires qui le décrivent comme un tyran, un traître, un ennemi du peuple. Mais Louis XVI ne se plaint pas. Il ne supplie pas. Il ne négocie pas. Il a accepté sa déchéance avec une forme de résignation stoïque. Peut-être même avec un soulagement secret, celui de ne plus porter le poids écrasant de la couronne. Non, ce qui préoccupe Louis XVI, ce qui l'empêche de dormir, ce qui hante chaque instant de sa captivité, ce sont ses enfants. Chaque matin, il demande à les voir. Chaque matin, il passe des heures avec eux. Il enseigne la géographie à Louis-Charles. Il lui apprend à lire. Il lui raconte des histoires. Marie-Antoinette, dans sa chambre, brode avec Marie-Thérèse. Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, tente de maintenir une apparence de normalité dans ce cauchemar. Jean-Baptiste Cléry, le valet fidèle qui a choisi de rester auprès de Louis XVI même après la chute de la monarchie, observe tout cela. Il consigne dans son journal chaque détail, chaque geste, chaque parole. Des années plus tard, ses mémoires révéleront une vérité bouleversante. Le roi ne parlait jamais de sa propre situation. Mais lorsqu'il voyait son fils, ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais vue nulle part ailleurs. Louis XVI ne craint pas pour lui-même. Il craint pour eux. Pour ses enfants qui n'ont rien demandé, rien fait, mais qui paient le prix de son échec, de son incapacité à sauver la monarchie, de son impuissance face à la Révolution. Et les révolutionnaires le savent. Ils ont compris quelque chose que l'histoire mettra 2 siècles à reconnaître. Pour détruire un homme, il ne suffit pas de lui prendre sa couronne, son pouvoir, sa liberté. Il faut lui arracher ce qui donne un sens à sa vie. Et pour Louis XVI, ce sens, c'est ses enfants. Novembre 1792. La Convention nationale, nouvellement élue, débat du sort du roi. Certains veulent un procès. D'autres veulent une exécution immédiate. D'autres encore proposent l'exil. Mais tous savent que Louis XVI doit répondre de ses actes. La monarchie est abolie depuis septembre. La République est proclamée. Il faut trancher. Le 11 décembre, Louis XVI est convoqué devant la Convention. C'est la première fois depuis son emprisonnement au Temple qu'il est séparé de sa famille. Les gardes viennent le chercher tôt le matin. Marie-Antoinette le regarde partir, le visage pâle. Marie-Thérèse retient ses larmes. Louis-Charles ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais il sent la terreur ambiante. Louis XVI passe toute la journée devant la Convention. Il écoute les accusations. Trahison. Conspiration avec l'ennemi. Crime contre le peuple. Il répond calmement, dignement, assisté par son avocat, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malherbe, un homme de 71 ans qui a accepté de défendre le roi au péril de sa propre vie. Tard dans la nuit, Louis XVI revient au Temple. Épuisé. Brisé. Mais lorsqu'il franchit la porte de sa cellule, Louis-Charles est là. Debout. Les yeux rouges de larmes. L'enfant se jette dans ses bras. « Papa, ils disent que tu ne reviendras pas. » Louis XVI serre son fils contre lui. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, d'une voix tremblante, « Je suis là, mon fils. Je suis là. » Mais au fond de lui, Louis XVI sait déjà. Le procès est une mascarade. La sentence est décidée d'avance. Ce qui l'attend n'est pas simplement la mort. C'est quelque chose de plus calculé, de plus cruel, de plus destructeur pour son âme de père. Décembre 1792. Dans les couloirs de la Convention nationale, les débats font rage. Robespierre monte à la tribune. Saint-Just le suit. Danton prend la parole.
Marat hurle depuis les gradins. Tous discutent du sort de Louis XVI. Mais derrière les grands discours sur la justice révolutionnaire et le tyrannicide, certains conventionnels ont compris quelque chose de plus subtil, de plus psychologique, de plus cruel. Jean-Paul Marat, le tribun enragé, l'a dit clairement lors d'une session à huis clos dont les archives ont été retrouvées au XXe siècle. Ce roi n'a plus peur pour lui-même. Il a abdiqué dans son cœur. Mais il reste vulnérable. Ses enfants. Voilà son point faible. Et d'autres l'ont compris aussi. Dans les couloirs, dans les comités, dans les conversations privées, une stratégie se dessine. Pas officiellement. Pas dans les décrets. Mais dans les petites décisions quotidiennes qui vont transformer la captivité de Louis XVI en torture psychologique. Le procès commence officiellement le 11 décembre. Louis XVI comparaît devant la Convention, assisté de 3 avocats courageux, Malherbe, donc, mais aussi Raymond Dezèze et François Tronchet. Ces hommes savent qu'ils risquent leur vie en défendant le roi. Mais ils croient encore en la justice, en la loi, en la possibilité d'un procès équitable. Ils se trompent. Les séances se succèdent. Louis XVI répond aux accusations avec une dignité surprenante. Il nie avoir conspiré avec l'ennemi. Il explique ses décisions. Il justifie ses actions. Mais surtout, il reste calme. Presque détaché. Comme si cette mascarade judiciaire ne le concernait plus vraiment. Malherbe le remarque. Dans une lettre à sa famille, il écrit « Le roi écoute les accusations contre lui avec une sérénité qui m'étonne. Mais lorsque je mentionne ses enfants, même par accident, je vois ses mains trembler. C'est là que réside sa vraie souffrance. » Chaque soir, après les audiences, Louis XVI rentre au temple. Et chaque soir, c'est le même rituel. Il franchit la porte. Il monte les escaliers. Et il cherche du regard Louis-Charles. L'enfant l'attend, souvent caché derrière sa mère, parfois endormi sur une chaise. Louis XVI ne parle jamais de son procès. Jamais de la Convention, des accusations, de sa défense. Il demande simplement « Comment s'est passée ta journée ? As-tu bien étudié ? As-tu été sage ?» Et Louis-Charles, avec l'innocence de ses 8 ans, raconte sa journée. Les leçons, les jeux, les histoires que tante Élisabeth lui a racontées. Et pendant ces quelques minutes, Louis XVI oublie. Il n'est plus un roi déchu attendant sa sentence. Il est juste un père qui écoute son fils. Mais cette parenthèse de normalité va bientôt se refermer. 26 décembre 1792. 2 jours après Noël. La Convention a voté, Louis XVI est coupable. Le débat porte maintenant sur la sentence. Mort ou exil. Immédiatement ou après un appel au peuple. Et c'est à ce moment précis que les règles de détention au Temple changent. Les commissaires de la Commune de Paris reçoivent de nouvelles instructions. Elles ne sont pas écrites dans un décret officiel. Elles circulent oralement, de bouche à oreille, comme si personne ne voulait en assumer la responsabilité historique. Les voici, réduire progressivement le temps que Louis XVI peut passer avec sa famille. Cela commence de manière subtile. Les repas en commun, qui avaient lieu 2 fois par jour, sont réduits à 1 fois par jour. Puis 1 fois tous les 2 jours. Les promenades dans le petit jardin du Temple, où Louis XVI jouait avec Louis-Charles, sont interdites. Les visites dans la chambre des enfants, limitées à 1 heure par jour. Puis 30 minutes. Cléry observe tout cela avec une horreur croissante. Il note dans son journal, le roi qui, autrefois, passait ses journées avec ses enfants, doit maintenant mendier chaque instant avec eux. J'ai vu cet homme affronter la Convention avec courage. Mais lorsqu'un garde lui refuse l'accès à la chambre de son fils, il reste immobile devant la porte fermée, sans un mot, comme brisé de l'intérieur. Pourquoi cette cruauté progressive? Pourquoi cette torture par privation? Les archives nous donnent quelques réponses. Certains révolutionnaires, les plus radicaux, veulent briser symboliquement la monarchie. Et quoi de plus symbolique que de détruire la famille royale elle-même? Pas seulement en tuant le roi, mais en le transformant d'abord en homme seul. Isolé. Dépossédé de tout ce qui fait son humanité. D'autres, plus calculateurs, pensent que Louis XVI pourrait devenir plus coopératif, plus malléable, si on le prive de ce qu'il aime. Peut-être avouera-t-il des crimes qu'il n'a pas commis. Peut-être signera-t-il des documents compromettants. Peut-être facilitera-t-il le travail de la Convention. Mais il se trompe. Louis XVI ne négocie pas. Il ne supplie pas. Il endure.
3 janvier 1793. Le débat à la Convention atteint son paroxysme. Faut-il tuer Louis XVI? La question est posée brutalement, sans détour. Les députés votent. Un par un. À voix haute. Publiquement. Leur nom consigné pour l'éternité. Parmi eux, un homme vote la mort. Il s'appelle Philippe Égalité. Autrefois Philippe d'Orléans. Cousin de Louis XVI. Prince du sang. Il vote pour l'exécution de son propre parent. Le résultat tombe dans la nuit du 16 au 17 janvier. 387 voix pour la mort. 334 contre. Une majorité de 53 voix. Mais en réalité, une seule voix a fait la différence. Une seule. Louis XVI apprend la nouvelle le lendemain matin. Il est dans sa cellule, en train de lire. Un commissaire entre. Il annonce froidement. La Convention a prononcé la sentence. Vous serez exécuté. Louis XVI lève les yeux du livre. Il reste silencieux pendant un long moment. Puis il demande, quand? Cela sera décidé prochainement. Louis XVI hoche la tête. Il referme son livre. Puis il pose la seule question qui lui importe vraiment. Puis-je voir mes enfants? Le commissaire hésite. Cela sera décidé. Et c'est là que commence la torture la plus cruelle. Parce qu'entre le 17 janvier, jour où Louis XVI apprend sa sentence, et le 21 janvier, jour de son exécution, il va vivre 4 jours qui vont le détruire de l'intérieur. Ces 4 jours, Louis XVI sait qu'il va mourir. Il a accepté cette réalité. Il s'y est préparé spirituellement. Il prie. Il lit la Bible. Il se confesse. Il fait ses adieux mentalement. Mais ce qu'il ne peut pas accepter, ce qu'il ne peut pas supporter, c'est de ne pas savoir quand il verra ses enfants pour la dernière fois. Car les commissaires jouent avec lui. Un jour, il l'autorise à dîner avec sa famille. Le lendemain, non. Un jour, il peut passer 1 heure avec Louis-Charles. Le lendemain, 10 minutes. Aucune explication. Aucune régularité. Aucune prévisibilité. C'est une forme de torture psychologique que les manuels de psychiatrie moderne appellent « stress imprévisible chronique ». Les rats soumis à ce type de traitement dans les laboratoires développent des symptômes de dépression profonde, d'anxiété extrême, de désespoir appris. Louis XVI est un rat dans un laboratoire révolutionnaire. Chaque matin, il se réveille en se demandant « vais-je les voir aujourd'hui ?» Chaque séparation devient une agonie, parce qu'il ne sait jamais si c'est la dernière. Chaque retrouvaille devient un sursis fragile, parce qu'il ne sait jamais combien de temps elle va durer. Marie-Thérèse, 14 ans, observe son père avec une lucidité douloureuse. Des années plus tard, dans ses mémoires rédigés en exil, elle écrira « Mon père essayait de rester fort devant nous. Il souriait. Il nous parlait avec douceur. Mais je voyais ses mains trembler lorsqu'il nous embrassait. Je voyais la terreur dans ses yeux à chaque fois qu'un garde frappait à la porte. Il savait que chaque instant pouvait être le dernier. Et cette incertitude le torturait plus que n'importe quelle sentence. 19 janvier. 2 jours avant l'exécution. Louis XVI demande à voir l'abbé Edgeworth de Firmont, un prêtre irlandais qui a accepté de l'accompagner spirituellement. Il parle pendant des heures. Il prie. Louis XVI se confesse. Mais à un moment, il s'arrête. Il regarde l'abbé. Et il dit « Je ne crains pas la mort, mon père. Mais je crains de ne pas pouvoir dire adieu à mes enfants comme un père devrait le faire. Je crains de les laisser sans leur expliquer, sans les préparer, sans les protéger. » L'abbé Edgeworth restera marqué par ces mots jusqu'à la fin de sa vie. 20 janvier 1793. 19 h. La nuit est tombée sur Paris. Dans la tour du Temple, les chandelles sont allumées. Louis XVI est dans sa cellule. Il vient de terminer son dernier repas. Du pain. Un peu de vin. Il n'a presque rien mangé. Son estomac est noué. Parce qu'il sait que dans quelques minutes, on va lui accorder ce qu'il a demandé depuis 3 jours, voir sa famille une dernière fois. Dire adieu. Mais il sait aussi que ce moment va être le plus difficile de sa vie. Plus difficile que le procès. Plus difficile que la sentence. Plus difficile même que ce qui l'attend demain matin sur l'échafaud. Comment dit-on adieu à ses enfants? Comment regarde-t-on dans les yeux un garçon de 8 ans en sachant qu'on ne le reverra jamais? Comment embrasse-t-on sa fille adolescente en sachant qu'on l'abandonne dans ce cauchemar?
Louis XVI n'a pas la réponse. Personne ne l'a. La porte s'ouvre. Un commissaire entre. Votre famille vous attend dans la salle à manger. Vous avez 1 heure. 1 heure. 60 minutes pour dire adieu à une vie entière. Louis XVI se lève. Il marche lentement vers la salle à manger, située au même étage. Ses jambes tremblent. Son cœur bat si fort qu'il l'entend résonner dans ses oreilles. Il franchit le seuil. Et il les voit. Marie-Antoinette, debout près de la fenêtre. Elle a 43 ans, mais elle paraît bien plus vieille. Ses cheveux, autrefois blonds, sont devenus presque blancs. Son visage est creusé. Ses yeux sont rouges, gonflés de larmes. Lorsqu'elle voit Louis XVI, elle chancelle. Madame Élisabeth la retient. Marie-Thérèse, 14 ans, se tient droite, les mains crispées sur sa robe. Elle essaie de rester forte. De ne pas pleurer. Mais dès qu'elle croise le regard de son père, les larmes coulent. Elle ne peut pas les retenir. Et Louis-Charles, debout au milieu de la pièce. Ses grands yeux bleus fixés sur son père. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il sent la terreur ambiante. Il sent que quelque chose de terrible est en train d'arriver. Mais il ne sait pas quoi. Louis XVI s'avance. Il ouvre les bras. Et la famille se jette contre lui. Tous ensemble. Enlacés. Serrés. Comme s'ils voulaient fusionner en un seul corps, ne plus jamais se séparer. Pendant plusieurs minutes, personne ne parle. On entend juste les sanglots. Les respirations saccadées. Le bruit des larmes qui tombent sur le sol de pierre. Puis Louis XVI se redresse. Il essuie ses yeux. Il prend Marie-Antoinette par les mains. Ils se regardent. 23 ans de mariage. Tant d'épreuves. Tant de joie. Tant de regrets. Tout se résume à cet instant. « Je suis désolé », murmure Louis XVI. « Je suis tellement désolé. » Marie-Antoinette secoue la tête. « Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. » Il s'étreigne à nouveau. Puis Louis XVI se tourne vers sa sœur, Madame Élisabeth. Elle a toujours été là. Fidèle. Courageuse. Elle aurait pu fuir, s'exiler, sauver sa vie. Mais elle a choisi de rester. De partager la captivité de son frère. De soutenir sa famille. Louis XVI la serre contre lui. Prends soin d'eux. Je t'en supplie. Prends soin d'eux. Madame Élisabeth hoche la tête. Elle ne peut pas parler. Les mots ne sortent pas. Puis Louis XVI se tourne vers Marie-Thérèse. Sa fille aînée. Son premier enfant. Il pose ses mains sur ses épaules. Il la regarde intensément, comme s'il voulait graver son visage dans sa mémoire pour l'éternité. « Tu es forte, dit-il. Tu es courageuse. Tu es ma fierté. Reste forte. Pour ta mère. Pour ton frère. Reste forte. » Marie-Thérèse s'effondre dans ses bras. Elle sanglote contre sa poitrine. « Ne pars pas, papa. Ne pars pas. » Louis XVI ferme les yeux. Il caresse ses cheveux. Il ne dit rien. Parce qu'il n'y a rien à dire. Et puis, il y a Louis-Charles. Le petit garçon s'est approché. Il tire sur la manche de son père. Louis XVI se baisse. Il prend son fils dans ses bras. Il le soulève. Il le serre contre lui. Et à cet instant, quelque chose se brise en lui. Toute la dignité qu'il a maintenue pendant des mois. Toute la retenue. Toute la force. Tout s'effondre. Louis XVI pleure. Ouvertement. Sans retenue. Ses épaules tremblent. Ses larmes mouillent les cheveux blonds de Louis-Charles. L'enfant sent son père trembler. Il lève la tête. « Papa, pourquoi tu pleures ?» Louis XVI ne répond pas immédiatement. Il regarde son fils. Ce petit garçon innocent. Ce dauphin de France qui ne sera jamais roi. Cet enfant qui va grandir orphelin, prisonnier, brisé. « Parce que je t'aime, » dit finalement Louis XVI. « Parce que je t'aime plus que tout au monde. » Ils s'assoient, tous ensemble, sur les chaises inconfortables de cette salle glaciale. Et pendant 1 heure, ils parlent. De tout. De rien. Des souvenirs. De Versailles. Louis XVI prend son fils par les épaules. Il s'agenouille pour être à sa hauteur. Il le regarde droit dans les yeux. Et c'est à ce moment qu'il prononce le mensonge le plus douloureux de sa vie. « Je reviendrai demain matin. Je te le promets. »
Je reviendrai te voir avant de partir. C'est faux. Louis XVI le sait. Il sait qu'il ne reviendra pas. Il sait que demain matin, à 8 heures, les gardes viendront le chercher. Il sait qu'il n'aura pas le droit de revoir ses enfants. Mais il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas briser son fils avec les mots. Alors il ment. Par amour. Par désespoir. Par humanité. Louis-Charles le regarde avec ses grands yeux innocents. Tu promets. Je promets. L'enfant sourit. Un sourire fragile, mais un sourire quand même. Il croit son père. Pourquoi ne le croirait-il pas? Un père ne ment jamais. Louis XVI embrasse son fils une dernière fois. Puis Marie-Thérèse. Puis Madame Élisabeth. Puis Marie-Antoinette. Il les serre tous contre lui. Une dernière étreinte. Collective. Désespérée. Puis il se détache. Il recule vers la porte. Il les regarde une dernière fois. Il grave leur visage dans sa mémoire. Chaque détail. Chaque trait. Chaque expression. Je vous aime, dit-il. Je vous aimerai toujours. N'oubliez jamais ça. Il sort. La porte se referme derrière lui. Et derrière cette porte, l'enfer se déchaîne. Marie-Antoinette s'effondre sur le sol. Elle hurle. Un cri de douleur animale, viscérale, insupportable. Marie-Thérèse sanglote. Madame Élisabeth pleure en silence. Et Louis-Charles crie « Papa! Papa! Reviens !» Mais papa ne revient pas. Papa marche dans le couloir, escorté par les gardes. Les jambes tremblantes. Le cœur déchiré. L'âme brisée. Il vient de vivre la pire torture qu'un père puisse endurer. Et demain matin, il devra affronter l'échafaud en sachant qu'il a menti à son fils. En sachant qu'il a promis un retour impossible. 20 janvier 1793. 21 heures. Louis XVI est de retour dans sa cellule. Seul. Pour la première fois depuis des mois, il est véritablement seul. Plus de famille à côté. Plus de voix d'enfants qui traversent les murs. Plus de rires. Plus de présence rassurante. Juste le silence. Le silence glacial de la tour du temple. Il s'assoit sur son lit. Il pose ses mains sur ses genoux. Il regarde le mur de pierre devant lui. Et il réalise que tout est fini. Dans quelques heures, il va mourir. Mais ce n'est pas sa propre mort qui le hante. C'est ce mensonge. Cette promesse qu'il a faite à Louis-Charles. Je reviendrai demain matin. Je te le promets. Les mots résonnent encore dans sa tête. Il le torture plus que n'importe quelle sentence révolutionnaire. Cléry entre dans la cellule. Il apporte du vin, du pain, quelques bougies supplémentaires. Il pose le plateau sur la petite table. Il regarde Louis XVI. Il voit cet homme brisé, effondré, vidé de toute énergie vitale. Cléry a servi Louis XVI pendant des années. Il l'a vu dans la splendeur de Versailles. Il l'a vu dans la tourmente des Tuileries. Il l'a vu dans la misère du Temple. Mais jamais il ne l'a vu aussi détruit qu'en ce moment. Louis XVI lève les yeux vers son valet. Il essaie de parler, mais aucun son ne sort. Juste un sanglot étouffé. Cléry s'approche. Il pose sa main sur l'épaule du roi. Un geste simple. Un geste d'humanité. Et Louis XVI s'effondre. Il pleure comme un enfant. Toute la dignité, toute la retenue qu'il a maintenue devant sa famille, tout s'écroule. Il pleure pour ses enfants. Il pleure pour ce mensonge. Il pleure pour cette vie qu'il n'a pas su sauver. 22 heures. L'abbé Edgeworth arrive. Le prêtre irlandais qui a accepté d'accompagner Louis XVI dans ses dernières heures. Ils prient ensemble. Louis XVI se confesse. Il parle de ses regrets, de ses erreurs, de son incapacité à réformer la monarchie, de son échec à éviter la violence. Mais surtout, il parle de ses enfants. Il parle de Louis-Charles. De ce mensonge. De cette promesse impossible. L'abbé Edgeworth l'écoute avec compassion. Il comprend. Il comprend que pour Louis XVI, cette séparation forcée est pire que la mort elle-même. Mourir sur l'échafaud, c'est un instant. Une seconde de douleur physique. Mais laisser ses enfants orphelins, les abandonner dans les mains de ceux qui l'ont condamné, mentir à son fils, c'est une torture éternelle qui va le hanter jusqu'au dernier souffle. L'abbé lui dit que Dieu pardonne. Que ce mensonge était un acte d'amour, pas de lâcheté.
que protéger son fils de la vérité insoutenable était la dernière chose qu'un père pouvait faire. Louis XVI hoche la tête. Mais il ne trouve pas de réconfort dans ses paroles. Parce qu'il sait que demain matin, Louis-Charles va attendre. Il va attendre que papa vienne le voir. Il va fixer la porte. Il va espérer. Et personne ne lui dira la vérité. Minuit. Louis XVI demande à Cléry de lui apporter du papier et de l'encre. Il veut écrire une dernière lettre. Pas à la Convention. Pas aux révolutionnaires. Pas même à Marie-Antoinette. Non. Il veut écrire à ses enfants. Il veut leur laisser quelque chose. Des mots. Des conseils. Un testament spirituel. Il prend la plume. Sa main tremble. Il commence à écrire. Mes chers enfants. Puis il s'arrête. Que peut-on dire à des enfants qu'on abandonne? Que peut-on leur laisser comme héritage quand on n'a plus rien? Ni couronne. Ni royaume. Ni même un avenir à leur offrir. Il continue quand même. Il écrit pendant plus d'1 heure. Il leur demande de rester forts. De rester dignes. De pardonner à ceux qui l'ont condamné. De ne pas chercher la vengeance. De croire en Dieu. De s'aimer les uns les autres. D'être bon. D'être juste. D'être humain. À Louis-Charles, il écrit des mots particuliers. Mon fils, tu es jeune. Tu ne comprendras peut-être pas tout ce qui s'est passé. Mais sache que ton père t'a aimé plus que sa propre vie. Sache que chaque instant passé avec toi était un trésor. Sache que même dans la mort, je reste ton père. Et je veillerai sur toi, d'où que je sois. Il plie la lettre. Il la donne à Cléry. Il lui demande de la remettre à Marie-Antoinette quand ce sera possible. Cléry promet. Il garde cette lettre précieusement. Des années plus tard, après la chute de Robespierre, après la fin de la Terreur, il remettra cette lettre à Marie-Thérèse, la seule survivante de la famille royale. Elle la lira. Elle pleurera. Et elle la conservera jusqu'à sa mort. 1 heure du matin. Louis XVI essaie de dormir. Mais le sommeil ne vient pas. Il reste allongé sur son lit étroit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Il pense à Louis-Charles. Il se demande si son fils dort en ce moment. Il se demande s'il rêve. Il se demande si demain, lorsque les gardes viendront annoncer que papa ne reviendra pas, l'enfant comprendra. Ou s'il continuera à attendre, jour après jour, semaine après semaine, espérant un retour qui n'arrivera jamais. 5 heures du matin. 21 janvier 1793. Des bruits résonnent dans la tour du temple. Des pas lourds. Des voix. Des ordres criés. Louis XVI se lève. Il s'habille avec soin. Un costume simple mais propre. Il se coiffe. Il se regarde dans le petit miroir accroché au mur. Il voit un homme fatigué, vieilli, brisé. Mais un homme debout. 6 heures. L'abbé Edgeworth célèbre une dernière messe. Louis XVI communie. Il prie. Il demande à Dieu de protéger ses enfants. De veiller sur eux. De leur donner la force de survivre à ce cauchemar. Il demande pardon pour ses erreurs. Il demande la paix. 7 heures. Les commissaires de la commune arrivent. Ils entrent dans la cellule. Ils lisent l'acte d'exécution. Louis XVI les écoute sans broncher. Il demande une dernière faveur. Voir ses enfants. Une dernière fois. Juste 1 minute. Juste pour leur dire au revoir correctement. Pour ne pas les laisser avec ce mensonge. Les commissaires se consultent. Puis ils refusent. Non. Pas de visite. Pas d'adieu. Il est temps de partir. Louis XVI insiste. Il supplie. Pour la première fois depuis des mois, il perd sa dignité. Il implore. S'il vous plaît. Mes enfants. Laissez-moi voir mes enfants. Juste 1 minute. Une seule minute. Mais les commissaires sont inflexibles. Ordre de la Convention. Pas de contact avec la famille. Trop de risques. Trop d'émotions. Il faut que l'exécution soit rapide, propre, efficace. Pas de scène. Pas de drame. Louis XVI réalise qu'il ne les reverra pas. Que son mensonge d'hier soir était effectivement un mensonge. Que Louis-Charles va attendre en vain. Et cette pensée le détruit plus que tout le reste. 8 heures. Louis XVI monte dans la voiture qui va le conduire à la place de la Révolution. L'abbé Edgeworth l'accompagne.
Le trajet dure 2 heures. 2 heures à traverser Paris. 2 heures pendant lesquelles Louis XVI ne pense qu'à une chose. Louis-Charles est réveillé maintenant. Il a demandé à voir papa. On lui a dit quoi? Que papa est parti. Que papa ne reviendra pas. Ou pire, on ne lui a rien dit. On l'a laissé attendre. Espérer. Se briser intérieurement. Marie-Thérèse, dans sa cellule au temple, entend les tambours au loin. Elle comprend. Elle sait. Elle s'effondre. Marie-Antoinette est prostrée dans un coin de sa chambre, incapable de bouger, de parler, de réagir. Madame Élisabeth prie. Et Louis-Charles, 8 ans, demande encore où est papa. Pourquoi il n'est pas venu comme il l'avait promis? Pourquoi il a menti? 10h22. Place de la Révolution. L'échafaud est dressé. La foule est immense. 20 000 personnes. Peut-être plus. Louis XVI descend de la voiture. Il marche dignement vers les marches. Il essaie de parler. De s'adresser au peuple. Mais les tambours couvrent sa voix. Personne ne l'entend. Il monte sur l'échafaud. Les bourreaux l'attachent à la planche. Il résiste un instant. Pas par peur de la mort. Mais parce qu'il pense encore à ses enfants. Il pense à Louis-Charles. Il pense à cette promesse brisée. Il pense à ce mensonge qui va hanter son fils. Le couperet tombe. 10h22 précise. Louis XVI est mort. Le roi de France n'existe plus. Mais le père, lui, est mort bien avant. Il est mort hier soir, dans cette salle du temple, quand il a dû mentir à son fils et partir sans pouvoir lui dire la vérité. 21 janvier 1793. 11h du matin. Dans la tour du temple, Louis-Charles est assis sur une chaise dans la chambre de sa mère. Il attend. Il attend depuis 3 heures maintenant. Depuis qu'il s'est réveillé et qu'il a demandé à voir papa. On lui a dit d'attendre. Que papa viendrait bientôt. Alors il attend. Sagement. Les mains posées sur ses genoux. Les yeux fixés sur la porte. Marie-Antoinette est dans un coin de la pièce, prostrée contre le mur. Elle ne bouge pas. Elle ne parle pas. Elle sait. Elle sait que son mari est mort. Elle l'a su dès qu'elle a entendu les tambours ce matin. Elle l'a su dans son âme, dans son cœur, dans chaque fibre de son être. Mais elle ne peut pas le dire à Louis-Charles. Elle ne trouve pas les mots. Comment dit-on à un enfant de 8 ans que son père vient d'être décapité? Comment brise-t-on un monde avec des mots? Marie-Thérèse, elle, pleure en silence dans sa chambre. Elle a 14 ans. Elle comprend tout. Elle sait que son père ne reviendra jamais. Elle sait que leur famille vient d'être détruite à jamais. Elle sait que rien ne sera plus jamais comme avant. Et cette connaissance la détruit de l'intérieur. Madame Élisabeth essaie de consoler Marie-Antoinette. Elle pose sa main sur l'épaule de la reine. Elle murmure des prières. Mais elle aussi est brisée. Elle vient de perdre son frère. L'homme qu'elle a choisi de suivre jusqu'en prison. L'homme pour qui elle a sacrifié sa liberté, sa sécurité, sa vie. Midi, Louis-Charles demande encore où est papa. Sa voix est plus faible maintenant. Plus hésitante. Il commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Que cette attente n'est pas normale. Que cette promesse de papa ne sera peut-être pas tenue. Mais il refuse d'y croire complètement. Papa a promis. Papa ne ment jamais. Papa reviendra. Un garde entre dans la pièce. Il regarde Marie-Antoinette. Il regarde Louis-Charles. Il hésite. Puis il dit simplement, brutalement, sans ménagement. Votre père est parti. Il ne reviendra pas. Louis-Charles ne comprend pas. Parti où? Quand reviendra-t-il? Le garde ne répond pas. Il sort. Il referme la porte. L'enfant reste immobile. Il fixe la porte fermée. Il attend que quelqu'un lui explique. Mais personne ne dit rien. Marie-Antoinette pleure silencieusement. Marie-Thérèse sanglote dans la pièce d'à côté. Madame Élisabeth prie. Et Louis-Charles, seul au milieu de cette douleur incompréhensible, commence à pleurer. Pas parce qu'il comprend, mais parce qu'il sent. Il sent que quelque chose de terrible vient de se passer. Il sent que papa ne reviendra pas. Jamais. Les jours passent. Les semaines passent. Louis-Charles continue à attendre. Chaque matin, il demande où est papa. Chaque matin, on lui répond la même chose. Parti. Il ne reviendra pas.
Mais l'enfant refuse de comprendre. Il refuse d'accepter. Il continue à espérer, à croire, à attendre. Marie-Antoinette essaie de lui expliquer. Elle essaie de trouver les mots. Mais comment expliquer la mort à un enfant? Comment expliquer la guillotine? Comment expliquer que papa a été tué par ceux-là même qui les gardent prisonniers? Elle ne trouve pas les mots. Alors elle le serre contre elle. Elle pleure avec lui. Et lentement, très lentement, Louis-Charles commence à réaliser. Papa est mort. Papa ne reviendra jamais. Papa a menti. Et c'est ce dernier point qui détruit l'enfant. Pas seulement la mort de son père, mais le sentiment d'avoir été trahi. Papa avait promis. Papa avait dit qu'il reviendrait. Mais il n'est pas revenu. Louis-Charles, dans son esprit d'enfant, ne peut pas comprendre que son père n'a pas eu le choix. Il ne peut pas comprendre que ce mensonge était un acte d'amour désespéré. Il comprend juste que papa a promis et que papa n'est pas revenu. Et cette pensée le hante. Elle va le hanter jusqu'à la fin de sa courte vie. Juillet 1793. 6 mois après la mort de Louis XVI. La terreur s'intensifie. Marie-Antoinette est jugée à son tour. Condamnée. Exécutée le 16 octobre. Mais avant cela, une cruauté supplémentaire est infligée à cette famille déjà brisée. Louis-Charles est séparé de sa mère. Arraché à elle. Enfermé seul dans une cellule sombre au rez-de-chaussée de la tour du Temple. L'enfant hurle. Il se débat. Il appelle sa mère. Mais les gardes sont implacables. Ils le traînent. Ils le jettent dans cette cellule. Ils ferment la porte à clé. Et Louis-Charles reste là, seul, dans le noir, terrorisé, traumatisé, détruit. Quelques jours plus tard, un homme arrive. Il s'appelle Antoine Simon. Cordonnier de profession. Révolutionnaire par conviction. Il a reçu mission de la Commune de Paris de rééduquer Louis-Charles. De transformer ce dauphin en bon républicain. De lui faire oublier qui il est. De briser son identité. Simon est brutal. Cruel. Il force Louis-Charles à boire de l'alcool. À chanter des chansons révolutionnaires obscènes. À insulter la mémoire de son père et de sa mère. À renier son nom, son titre, son passé. L'enfant résiste au début. Il pleure. Il refuse. Mais Simon le frappe. Le prive de nourriture. Le menace. Et progressivement, Louis-Charles cède. Il chante. Il insulte. Il renie. Parce qu'il a 8 ans. Parce qu'il est seul. Parce qu'il a peur. Les mois passent. Louis-Charles perd peu à peu son humanité. Il devient sale. Malade. Il ne parle presque plus. Il reste recroquevillé dans un coin de sa cellule, fixant le vide. Les témoins qui le voient à travers les barreaux ne reconnaissent plus le petit dauphin blond et joyeux de Versailles. Ils voient un enfant brisé. Un fantôme. Une ombre. En janvier 1795, Simon est rappelé. Louis-Charles, maintenant âgé de 9 ans, est laissé complètement seul. Plus de gardiens. Plus de contact humain. Juste une cellule sombre, humide, froide. On lui apporte de la nourriture 1 fois par jour. On vide son seau. Mais personne ne lui parle. Personne ne le touche. Personne ne le regarde. Il est devenu invisible. Oublié. Abandonné. L'enfant développe une tumeur au genou. Probablement la tuberculose osseuse. La douleur est atroce. Il gémit. Il pleure. Mais personne ne vient. Personne ne le soigne. On le laisse mourir lentement, dans la souffrance et la solitude. 8 juin 1795. 15 heures. Louis-Charles meurt. Il a 10 ans. Il est seul dans sa cellule. Aucun membre de sa famille n'est présent. Personne ne lui tient la main. Personne ne lui dit au revoir. Personne ne pleure à son chevet. Il meurt comme il a vécu ces 2 dernières années. Dans l'abandon. Dans l'oubli. Dans la cruauté. Marie-Thérèse, enfermée à l'étage au-dessus, n'apprend la mort de son frère que des semaines plus tard. On lui annonce la nouvelle brutalement, sans ménagement. Votre frère est mort. Elle s'effondre. Elle a maintenant 16 ans. Elle a perdu son père. Sa mère. Sa tante Élisabeth, guillotinée en mai 1794. Et maintenant son petit frère. Elle est la dernière.
La seule survivante de cette famille royale détruite par la Révolution. Elle reste emprisonnée jusqu'en décembre 1795. Puis elle est échangée contre des prisonniers français détenus par l'Autriche. Elle quitte la France. Elle ne reviendra jamais. Elle vivra en exil. Elle se mariera. Elle aura des enfants. Mais elle ne guérira jamais de ce traumatisme. Elle ne se remettra jamais de ces années passées au temple. De ses adieux à son père. De cette promesse brisée. De cette famille détruite. Des décennies plus tard, en 1817, Marie-Thérèse écrira ses mémoires. Elle racontera cette dernière soirée du 20 janvier 1793. Elle racontera comment son père les a serrés contre lui. Comment il leur a promis de revenir. Comment il a menti par amour. Et elle écrira ces mots qui résument toute l'horreur de cette histoire. Ils ont tué mon père sur l'échafaud. Mais ils l'avaient déjà tué 1000 fois avant, en nous arrachant à lui, en nous torturant par son absence, en le forçant à nous mentir, à nous abandonner, à partir sans pouvoir nous protéger. L'échafaud n'était que le coup final. La vraie exécution avait eu lieu bien avant. Dans les murs du temple. Devant les yeux d'un père condamné à perdre ce qu'il aimait le plus au monde. L'histoire officielle retient une date. 21 janvier 1793. L'exécution de Louis XVI. Place de la Révolution. Le couperet qui tombe. Le sang qui coule. La fin d'un roi. Le début d'une ère nouvelle. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qu'on commémore. C'est ce qu'on retient. Mais cette histoire est incomplète. Parce qu'elle oublie l'essentiel. Elle oublie ce qui s'est passé avant. Elle oublie la torture invisible. Elle oublie la cruauté psychologique. Elle oublie les enfants. Pendant 2 siècles, les récits révolutionnaires ont glorifié l'exécution de Louis XVI comme un acte de justice. Le tyrannicide nécessaire. La fin de l'Ancien Régime. Le triomphe du peuple. Les historiens républicains ont présenté Louis XVI comme un traître, un ennemi de la nation, un homme qui méritait son sort. Et même si certains ont reconnu que l'exécution était peut-être excessive, presque personne n'a parlé de ce qui s'est vraiment passé dans les derniers jours de sa vie. Presque personne n'a parlé de ses enfants. De cette séparation forcée. De cette torture morale. De l'autre côté, les récits royalistes ont martyrisé Louis XVI. Ils ont fait de lui un saint. Un innocent persécuté par des révolutionnaires sanguinaires. Ils ont décrit sa mort comme un sacrifice christique. Mais eux aussi ont souvent négligé la dimension la plus cruelle de son calvaire. Ils ont parlé de l'échafaud. Ils ont parlé de l'injustice du procès. Mais ils n'ont pas suffisamment parlé de ce père séparé de ses enfants. De cet homme forcé de mentir à son fils. De cette famille détruite méthode par méthode, jour après jour. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'ouverture complète des archives nationales, avec le travail d'historiens moins idéologiquement polarisés, que cette réalité a commencé à émerger. Les mémoires de Cléry, longtemps ignorées parce que considérées comme trop favorables au roi, ont été réétudiées. Les témoignages de Marie-Thérèse, souvent écartés parce qu'écrits en exil et empreints de nostalgie royaliste, ont été réexaminés. Les archives de la Commune de Paris, les registres du Temple, les correspondances des conventionnels, tout cela a été analysé avec un regard nouveau. Et ce que ces documents révèlent est glaçant. Ils révèlent que la séparation progressive de Louis XVI d'avec ses enfants n'était pas accidentelle. Elle n'était pas le simple résultat de règles de sécurité. Elle était calculée. Délibérée. Certains révolutionnaires avaient compris que pour briser Louis XVI, pour le détruire complètement, il fallait s'attaquer à ce qu'il aimait le plus. Ses enfants. Jean-Paul Marat l'avait dit explicitement. Robespierre y avait fait allusion dans ses discours. D'autres, moins connus, l'avaient écrit dans leurs journaux privés. La famille royale devait être détruite. Pas seulement tuée. Détruite. Symboliquement. Psychologiquement. Moralement. Parce que la monarchie n'était pas seulement un système politique. C'était aussi une dynastie. Une famille. Et pour tuer une dynastie, il faut détruire la famille. Mais il y avait aussi des voix dissidentes. Même parmi les révolutionnaires les plus convaincus, certains ont exprimé leur malaise face au sort réservé aux enfants royaux. Camille Desmoulins, journaliste et révolutionnaire fervent, ami de Robespierre, a écrit dans son journal intime des mots troublants. Nous avons condamné un roi. Mais nous avons brisé des enfants. Nous avons guillotiné un père devant ses enfants,
puis nous avons laissé ces enfants mourir lentement dans l'oubli et la souffrance. L'histoire nous jugera pour cela. Et elle le fera sans pitié. Desmoulins lui-même sera guillotiné quelques mois plus tard, victime de la terreur qu'il avait contribué à déclencher. Mais ces mots restent. Ils résonnent à travers les siècles. Ils posent une question que nous devons encore affronter aujourd'hui. Où s'arrête la justice révolutionnaire? Où commence la cruauté gratuite? Peut-on justifier la destruction d'une famille, le traumatisme d'enfants innocents, au nom d'un idéal politique? L'histoire a longtemps évité de répondre à ces questions. Parce qu'elles sont inconfortables. Parce qu'elles compliquent le récit. Parce qu'elles forcent à reconnaître que même les révolutions les plus justes peuvent commettre des cruautés injustifiables. Que même les causes les plus nobles peuvent être entachées par des actes inhumains. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec les archives, avec les témoignages, nous ne pouvons plus ignorer cette réalité. Louis XVI n'était peut-être pas un grand roi. Il a échoué à réformer l'ancien régime. Il a été incapable de prévenir la révolution. Il a pris des décisions désastreuses. Il porte une part de responsabilité dans la chute de la monarchie. Tout cela est vrai. Mais cela ne justifie pas ce qu'on lui a fait. Cela ne justifie pas cette torture psychologique. Cela ne justifie surtout pas ce qu'on a fait à ses enfants. Parce que cette histoire dépasse Louis XVI. Elle dépasse la Révolution française. Elle touche à quelque chose d'universel, d'intemporel, de profondément humain. La séparation forcée des parents et des enfants comme instrument de torture. Ce n'est pas une invention de la Révolution française. C'est une pratique qui traverse l'histoire. On la retrouve dans les déportations staliniennes, où des familles entières étaient séparées et envoyées aux quatre coins du goulag. On la retrouve dans la Shoah, où des enfants étaient arrachés à leurs parents sur les quais des gares. On la retrouve dans les guerres civiles, dans les dictatures, dans tous les régimes totalitaires qui ont compris que pour briser un être humain, il faut d'abord briser ses liens affectifs les plus forts. Et même aujourd'hui, dans notre monde moderne, cette pratique continue. Les migrants séparés de leurs enfants aux frontières. Les prisonniers politiques dont les familles sont persécutées. Les réfugiés dispersés à travers le monde. L'histoire de Louis XVI et de ses enfants n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un miroir qui nous renvoie à notre propre époque. À nos propres cruautés. À nos propres silences. Revenons une dernière fois à la tour du Temple. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Napoléon l'a fait détruire en 1811 pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage royaliste. À sa place, il y a maintenant un square. Des arbres. Des bancs. Des enfants qui jouent. La vie a repris ses droits. Le temps a effacé les traces physiques de cette prison. Mais la mémoire reste. Dans les archives. Dans les témoignages. Dans les lettres de Cléry. Dans les mémoires de Marie-Thérèse. Dans les documents oubliés qui racontent une vérité que l'histoire officielle a longtemps préféré ignorer. Cette vérité, la voici. Ce qu'ils ont fait à Louis XVI devant ses enfants était plus cruel que la mort. Parce que la mort ne dure qu'un instant. Un flash de douleur. Puis le néant. Mais l'arrachement à ses enfants, la séparation progressive, la torture psychologique de ne pas savoir quand il les verrait pour la dernière fois, le mensonge forcé, la promesse brisée, tout cela a duré des jours, des semaines, des mois. Cela l'a détruit de l'intérieur. Cela l'a tué bien avant que le couperet ne tombe. Et pour les enfants, c'était pire encore. Louis-Charles est mort à 10 ans, seul, malade, traumatisé, détruit psychologiquement. Marie-Thérèse a survécu, mais elle n'a jamais guéri. Elle a porté ce traumatisme jusqu'à sa mort en 1851. 68 ans après l'exécution de son père, elle écrivait encore dans son journal intime. « Je vois encore ses yeux ce soir-là. Je l'entends encore me promettre qu'il reviendrait. Je sens encore son étreinte. Et je vis encore avec le poids de cette séparation. » Alors oui, l'histoire se souvient de l'échafaud. Elle se souvient du 21 janvier 1793. Elle se souvient du sang, de la foule, du couperet. Mais elle oublie trop souvent cette autre exécution. Silencieuse. Invisible. Psychologique. Celle qui a eu lieu dans les murs du temple. Celle qui a détruit une famille. Celle qui a brisé des enfants. Celle qui a forcé un père à mentir à son fils et à partir en sachant qu'il le trahissait. Cette exécution-là, personne ne l'a filmée. Personne ne l'a commémorée. Personne ne l'a jugée. Mais elle a eu lieu.
Et elle était, à bien des égards, plus cruelle que tout le reste.